Bonjour, donc c'est Sami Bouguerra sur la chaîne YouTube de Classico Quantique. Donc aujourd'hui, nous essayons de chercher une résolution de l'équation de Schrödinger et pour donner des significations mathématiques et mathématiques. Donc plus important, c'est donner une signification mathématique du nombre quantique, du nombre quantique. Le nombre quantique, donc lorsqu'on parle de atomistique, donc on trouve le nombre quantique, c'est le nombre quantique, voilà, donc c'est le nombre principal, le nombre quantique principal, c'est n égale à 1, 2, 3, etc. Donc le nombre azimutal, donc L, le nombre azimutal égale à L, il est de 0 à n-1, et le nombre magnétique, quantique magnétique, ML encadré entre L et entre L et moins L. Donc pourquoi ML encadré entre L et moins L? Pourquoi L est inférieur à N-1? Et on a, par exemple, vous trouvez des formes, donc les formes comme ça, donc les formes des orbites d'électrons. Donc vous trouvez donc, ces équations. Pourquoi on a ces formes et pourquoi on a une telle écriture sur l'équation de Schrödinger, ou bien c'est pourquoi ces nombres quantiques. Donc on va étudier le problème du point de vue mathématique, purement mathématique, pour donner des significations physiques. Avant tout, donc, on rappelle l'équation de Schrödinger. Donc l'équation de Schrödinger, l'équation de Schrödinger, c'est une équation de mouvement d'une particule. Donc c'est l'équation. Donc après l'équation de Schrödinger, elle devient l'équation Kg, c'est-à-dire donc qu'il met en évidence la dérivée deuxième de la fonction psi. Donc la fonction psi est une fonction d'onde et la fonction psi est une fonction d'onde. Donc la fonction psi, voilà, la fonction psi ici. La dérivée première par rapport au temps égale à h fois la dérivée h fois psi. H, c'est un opérateur, je dis bien, donc h est un opérateur. L'opérateur de Hamilton, donc h égale à un dérivé deuxième ou bien laplacien, plus les forces qui agissent sur l'électron et V, ici V de R de T, H le potentiel, V le potentiel, qui est peut-être une constante ou bien un potentiel qui varie en fonction du temps. Donc nous essayons aujourd'hui de chercher, le potentiel. Ici, on va étudier le potentiel d'un électron. Et ici, on va étudier Laplacien. Donc ici, Laplacien. Donc si on va attaquer Laplacien, donc vous voyez, donc ceci c'est notre problème aujourd'hui pour la fonction d'onde. Donc la fonction d'onde, c'est donc là, Hamilton H égale à, etc. Donc, mais pourquoi on a l'équation de Schrödinger? D'où vient l'équation de Schrödinger? L'expérience, donc la célèbre équation. La célèbre expérience qui a mis en évidence que l'électron n'est pas exactement ne se comporte pas comme une masse ou bien comme vraiment une particule dans la physique classique. Donc en fait, en principe, donc on trouve ici vous avez un faisceau d'onde, donc et ici les fontes de Young. En principe, on trouve deux tâches comme ça, une tâche ici et une tâche ici. Donc en principe, mais l'expérience a démontré qu'on ne trouve pas des tâches, on trouve une interférence comme étant les électrons, le faisceau d'électrons, donc ici, comme étant le faisceau d'électrons allant ici, donc comme étant n'est pas une onde, mais n'est pas une particule, mais c'est une onde. Elle se comporte comme une onde. C'est ça le problème. Le problème, c'est les électrons, en principe, se déplacent comme étant des particules. Et on trouve ici une tâche et ici une tâche. Mais les électrons ne se comportent pas comme ça. Ils se comportent ils se comportent pas comme des particules. Ils se comportent comme une onde. Donc, comme une onde. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Pourquoi Schrödinger, c'est ça la raison pour laquelle Schrödinger a mis son équation, l'équation d'onde. Ici, donc, l'équation de Schrödinger, nous essayons de résoudre l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger, donc, ici, la dérivée ici
radial, Laplacien, ici Laplacien, vous voyez ici Laplacien. Laplacien par rapport aux coordonnées cylindriques dans les coordonnées cylindriques, donc ici Laplacien de la fonction psi, l'opérateur appliqué Laplacien ou bien nabla carré appliqué à la fonction d'onde psi, plus le potentiel, donc ici on parle d'un électron qui gravite tout autour d'un noyau. Et ici l'énergie d'un électron fois la fonction d'onde psi. Donc mettons la fonction psi de l'énergie et le potentiel ici, donc on obtient une fonction, on obtient ici un opérateur, on obtient ici un opérateur laplacien appliqué à psi, donc vous voyez, donc un opérateur appliqué à psi, et ici vous avez l'énergie plus le potentiel, donc appliqué à ici l'énergie plus le potentiel, l'énergie d'électron, plus le poisson potentiel appliqué à la fonction psi, le tout égal à 0. Donc, comme toute la résolution des fonctions d'onde, donc on divise la fonction psi en deux fonctions, la fonction psi en deux fonctions, une fonction, la fonction psi en deux fonctions, une fonction radiale et une fonction angulaire, donc deux fonctions, une angulaire et une radiale. C'est-à-dire, c'est quoi une radiale? Donc une fonction dépend de R, une fonction dépend de phi et psi. Donc on obtient une forme comme ça. Donc on obtient en appliquant Laplacien, donc on obtient comme ça. Donc maintenant nous essayons, on obtient une fonction comme ça. Donc nous essayons de diviser, de multiplier par r carré de part et d'autre et diviser par la fonction r fois y, la fonction angulaire et r la fonction radiale. Donc on obtient comme ça, donc on obtient 1 sur grand R dérivé. Ici on obtient, dans la première équation la dérivée partielle, donc ici, donc comme vous voyez ici la dérivée partielle, il devient une dérivée concrète. Donc ici la dérivée partielle et ici il devient une dérivée concrète. Ici, donc, vous voyez comme ça, donc, une équation. Donc, on obtient deux parties, deux fonctions. Une fonction qui dépend de R et une fonction qui dépend de psi, de Y. Comme on a dit, donc, ici, on a, vous voyez, ici, on a multiplié par le R de part et d'autre, on a divisé par RY. On obtient deux fonctions, une fonction radiale qui dépend de R seulement, et une fonction, une partie angulaire qui dépend de θ et phi. La somme de deux fonctions égale à 0. Puisque les fonctions l'une ne dépend pas de l'autre, donc il s'agit de quoi? Donc il faut quoi? Il faut que cette partie doit être nulle et cette partie encore, ou bien cette deuxième partie doit être nulle. Donc les deux fonctions doivent être nulles. La fonction radiale et la fonction, la partie radiale, je m'excuse, la partie angulaire, les deux doivent être égales à une constante. Ces deux fonctions égales à une constante, donc que veut dire que, c'est-à-dire, donc la dérivée ici, la dérivée par rapport à R fois, donc cette écriture obtient, c'est très compliqué un peu de calcul, donc très compliqué dans le partie calcul, donc égal à, cette partie donc égale à 0, que veut dire donc, si cette partie sur grand R égale à K, donc le K ici, et lui-même le K, puisque ces deux fonctions sont égaux, ici c'est la première partie égale à K, et la deuxième partie égale à moins K, donc vous voyez le signe est moins ici, donc ici n'est plus ici, donc le K ici, donc est moins K dans l'autre, donc la partie radiale égale à 0 égale à K, et la partie angulaire égale à moins K et égale à 0 encore, donc on aboutit ici à deux équations. Donc on va résoudre la partie quoi? On va résoudre la partie, on commence à la résolution de l'équation de la partie angulaire. Donc la partie angulaire, en faisant la même méthode, la méthode de séparation, Donc on pose que y de θ et phi égale à f de θ fois g de phi.
Donc, avec cette fonction, on obtient une équation comme ça. Donc, encore avec une séparation de θ et séparation de phi. Donc, une séparation de θ, une séparation, voilà θ, c'est ça la fonction θ, et ici la fonction phi. Donc, de la même façon, on obtient celle-là égale à 0 et celle-là égale à 0. Donc, celle-là est donc égale à un certain b. Cette partie, la partie angulaire, celle-là, égale à une constante b. Et l'autre partie égale à moins la constante b. Donc, puisque les deux fonctions, une dépend de θ et une dépend de θ et une dépend de phi, mais leur somme égale à 0. Donc, leur somme, donc, chaque fonction égale à 0 égale à b, une constante b. L'une égale à b et l'autre égale à moins b. Donc celle-là égale à moins b et celle-là égale à b. Donc c'est la méthode de séparation. Donc encore faisons cette séparation. Donc la séparation de ces deux fonctions. Donc on aboutit que la fonction g dérivée de 1 par rapport à phi de la fonction b égale à, c'est une équation différentielle très simple. Donc c'est une très simple équation différentielle. On aboutit finalement, donc on aboutit que la fonction phi égale à la fonction g de phi égale à c1 exponentielle lambda 1 phi 2 de phi plus c2 exponentielle lambda 2 de phi. Donc c'est une équation différentielle très simple. Donc on obtient lambda carré, son équation caractéristique ici. L'équation l'équation caractéristique ici, l'équation caractéristique, c'est l'équation différentielle. On aboutit à deux fonctions, deux variables, lambda 1 et lambda 2. Donc le j ici, c'est le nombre complexe j carré égale à moins 1. Donc finalement, on a abouti à une fonction g de θ égale à quoi? Égale à c1 exponentielle j ou bien i de m de θ et g2 égale. Mais on va discuter sur la fonction g. C'est une fonction, la fonction g ici, donc la fonction g est une fonction périodique. Cette périodicité donc va poser des conditions, on impose des conditions sur le réel m. Ici, le réel m, c'est voilà l'azimutale, donc la constante azimutale, comme vous voyez déjà, au début de la vidéo, on a parlé de la constante azimutale. Donc ici, la périodicité de la fonction g impose, voilà la fonction g, nous impose que cette fonction est périodique. Comme vous voyez, la fonction est périodique. Il faut que, c'est un problème mathématique ici, il veut que l'exponentielle im de pi égale à 1, donc m varie entre 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc vous voyez ici, le m varie entre 0, 1, 2, 3, etc. et moins 1, moins 2, 3. Considérons la deuxième fonction. Donc, la deuxième fonction, on aboutit à la deuxième fonction. On va essayer de remplacer le g par son expression. On obtient finalement une fonction comme ça, donc une fonction différentielle comme ça. Donc, en changeant la fonction m par son variable, par son expression, on aboutit à une telle fonction, une équation différentielle comme ça. Et une fonction différentielle comme ça, c'est pas assez facile de résoudre. On va imposer, ou bien en utilisant des relations mathématiques ici. Mais ici, le m, ici, qu'on a trouvé dans les nombres quantiques, vous vous rappelez au début de vidéo. Donc, le nombre m ici est très important. Le nombre m ici est très important. C'est pourquoi les valeurs de m égale à 1, 2, 3, etc. C'est pourquoi les valeurs de m, la valeur quantique m, donc ce qu'on appelle, on a appelé ml au début de vidéo, donc ml c'est égal à etc. Donc c'est conditionné par ces conditions. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi on a imposé sur le m égal à 1, 2, 3, etc. moins 1, moins 2. C'est un problème mathématique, comme vous voyez ici. C'est un problème mathématique. Il impose que l'exponentielle gm de pi égale à constante égale à 1. Ici, donc, on va essayer de résoudre donc, une équation. On va changer en faisant un changement de variable sur la fonction
sur la fonction θ, on pose x égale à, pour des raisons de calcul, on pose x ici, x égale à cos θ, et donc ces calculs-là donc nous donnent, donc ici on va donner comme ça une écriture, donc c'est très long, donc ou bien des expressions donc riches en calcul, donc vous voyez comme ça on obtient. Finalement on obtient une fonction, une équation différentielle, celle-là, donc c'est celle-là l'équation différentielle, 1 moins x carré, dérivé deuxième, maintenant on parle d'un dérivé deuxième de f par rapport à x carré plus moins 2x, dérivé de f par rapport à x, moins plus k moins m carré sur 1 moins x carré fois f. Vous rappelez la constante de la première situation, lorsqu'on a posé k égale à, donc pour la fonction radiale et la fonction angulaire. Donc ici on a deux constantes, donc la constante k et la constante m. Donc une telle équation différentielle, une telle équation différentielle c'est résoudre par les polynômes de Legendre. Donc, voici ici, donc, il y a une résolution très simple. Lorsque vous connaissez bien les équations différentielles, ici ce sont des équations différentielles, nous trouvons que f c'est une fonction, donc dépend des polynômes de Legendre. Donc, ce sont les polynômes de Legendre pour les équations différentielles. Donc, ou bien vous trouvez cette vous pouvez résoudre l'équation avec la variation des constantes, c'est une équation différentielle d'ordre 2. Maintenant, les polynômes de Legendre. Donc, elle impose que, donc ici, donc je parle que, elle impose que, voilà, vous trouvez le m égal à, et ici, m, je m'excuse ici, c'est m supérieur à l. Ici, m, ici, donc je répète, ici, c'est pas le n ici, donc c'est pas le n, c'est le m. M supérieur égal à L plus 1. Donc M supérieur égal à L plus 1 ici, donc c'est une faute de frappe. C'est M, le M supérieur égal à L plus 1. Et vous trouvez ici donc le polynôme de Legendre. Donc vous trouvez un polynôme de Legendre, on obtient PL de cosinus égal à cette fonction. Et là, cette fonction est conditionnée par donc f égale à une écriture, une somme des fonctions de Legendre. Et ici, je parle ici. Donc, vous voyez ici ce terme-là, donc je m'excuse un peu. Donc, vous voyez, en principe, ce terme est positif et ce terme positif. Qu'est-ce qu'il va impliquer? Va impliquer que L supérieur à M et L supérieur à moins M. C'est les conditions quantiques dès le début. Donc, vous voyez les conditions quantiques ici. Donc, on impose sur cette fonction, la résolution avec les polynômes de Legendre, on impose que je répète, ces deux conditions, que le L-M ici, donc le L-M ici, doit être positif, donc L supérieur égal à M, et le L plus M doit être positif, donc on obtient L supérieur égal à moins M, donc on aboutit à une équation différentielle comme ça, et donc on aboutit à la fonction y Lm de θ phi égale à la fonction comme ça. Donc, on revient pour la fonction radiale. Donc, la fonction radiale, donc, avec les conditions de calcul, donc, le k doit être, la constante k de séparation doit être égale à L fois L plus 1. Donc, on obtient une fonction, une équation différentielle, comme vous voyez, une équation. La résolution d'une équation différentielle. La résolution d'une telle équation, donc on pose u égale, pour résoudre cette équation, on pose u égale à r fois r fois grand R, donc une fonction u égale à r fois la fonction r. Donc en faisant des calculs, donc je laisse un peu pour écrire, pour lire cette résolution, donc on obtient en faisant des divisions et des calculs, les changements de variables, les m, etc. Donc on obtient, et vous notez très bien que ici, le nombre m ne confondre pas, ici, il ne faut pas confondre, ici, je fais bien attention, la masse avec le nombre m qu'on a calculé. Donc, fais bien attention, il ne faut pas confondre la masse de l'électron au nombre m qu'on a utilisé dès le début. Donc, fais bien attention à cette
particularité. Donc, ici, on va poser gamma égale, donc, x, on pose donc u égale, et on va poser un certain rho, on va poser rho, voilà, ici, égale à gamma fois r, avec gamma égale à mon deuxième l'énergie E sur la constante de Planck, en rho 0 égale à celle-là, donc l'énergie, le potentiel ici, donc calcul de potentiel, on obtient une équation différentielle comme celle-là. Cette équation différentielle, on ne va pas résoudre l'équation différentielle globalement, mais on va résoudre l'équation pour R tend vers l'infini, pour R tend vers 0. Donc on discute la position de l'électron lorsque l'électron donc il est très loin du noyau et lorsque l'électron donc rho ce rho là donc ce rho là il tend vers l'infini. Donc, il tend vers l'infini. Voilà, il tend vers l'infini. Je m'excuse. Je m'excuse. Donc, lorsque ce rho-là, il va tendre vers l'infini. Lorsque ce rho-là tend vers l'infini, donc l'équation, il devient, donc, ce terme-là, donc, tout ce terme-là va disparaître. Lorsque rho tend vers l'infini, ce terme-là, donc tout le terme, il va tendre vers 0. Donc on obtient une équation différentielle très simple. Et inversement, lorsque rho tend vers 0, donc on va développer cette équation. Donc vous voyez comme on a dit que lorsque rho tend vers, on obtient une équation différentielle dérivée deuxième de u par rapport au rho égale rho, c'est une équation différentielle, donc c'est très simple leur solution. Donc, et lorsque maintenant r tend vers 0, donc on obtient une équation différentielle. Vous voyez ces deux-là, donc ces deux paramètres-là. Donc voilà, donc celle-là est très grand par rapport à 1 et celle-là est très grand par rapport à 0. Donc on va développer par rapport à celle-là. Donc on obtient. Finalement, on va poser un certain y égal à la fonction, le polynôme de Legendre, donc défini par la première situation. Donc vous voyez ici, on va définir une fonction y égale, et donc le L égale à dérivée deuxième par rapport. On obtient finalement, donc je ne vais pas compliquer les choses, donc mu égale à comme ça une fonction différentielle, une fonction qui dépend de la position ou bien et la position des points. Donc, vous savez très bien, il apparaît pour nous un nombre n, il apparaît pour nous, voilà, donc pas dans le calcul, donc c'est un problème mathématique, c'est pas un problème physique, donc on va interpréter, c'est un problème mathématique. Il apparaît pour nous un nombre n, ici c'est très important, un nombre n, qui quoi? Qui dépend, qui doit être supérieur ou égal à L plus 1, le nombre L qu'on a trouvé dès le début. Donc on obtient le L ici, donc ici, on obtient L inférieur ou égal à n moins 1. Vous voyez, donc c'est pour ça les nombres quantiques sont conditionnés comme ça. Et donc dans cette situation, vous pouvez trouver la résolution de l'équation de Schrödinger. Voilà. Et donc ici on va trouver les nombres donc quantiques, ces nombres quantiques, le n qu'on a trouvé par le calcul, le L est inférieur ou égal à n moins 1, pourquoi? Et le m, le nombre magnétique, donc inférieur ou égal à moins L plus L, donc et on a les formes, ici on a beaucoup de formes, des autres formes comme ça par exemple. Et ici donc vous trouvez des tableaux dans lesquels donc les formes je m'excuse, donc les formes des formes des atomes, donc avec un certain M et un certain L, vous trouvez ceci sur Internet, donc ce nombre quantique qui se trouve. Et il y a le quatrième nombre quantique, c'est donc ici, vous trouvez des formes, donc pour L égale à ML égale. Donc vous trouvez beaucoup de formes, des formes des atomes ici, donc les formes des atomes comme ça.
donc avec la résolution de l'équation de Schrödinger. Mais l'équation de Schrödinger ne mise pas en évidence le nombre quantique, le spinner, donc le spin. Pour l'équation de Schrödinger, donc le spinner, donc on a un spin up ou spin down, c'est-à-dire pour un électron, donc on obtient deux spins, mais le spin n'apparaîtra pas dans l'équation de Schrödinger, on ne trouve pas les paramètres. C'est pour cela que Paul Dirac a mis en évidence son équation dans laquelle il va introduire l'équation il devient l'équation de Schrödinger, il devient une équation relativiste, il devient une équation mais qui prendra en valeur le spinner, et donc c'est pour qu'on a, donc l'équation de Schrödinger, donc elle évolue au fur et à mesure par celle de l'équation de Paul Dirac. Et voilà, donc merci bien pour votre attention.